Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, Zoul Filaoun, Sabahkoum Belkhair, Lamsakoum Belkhair. Donc, toujours le sourire. Il ne faut jamais perdre le sourire, c'est très important. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une réponse à Aldostérone Amin, un Algérien vivant à Londres, qui est très connu sur les réseaux sociaux. Donc, puisque tu as fait ta vidéo en français, donc je vais te répondre en français. OK? Un peu d'algérien de temps en temps, comme ça, pour qu'on se comprenne. OK? Donc, tu as fait une vidéo, ça fait quelque temps, je pense 2 jours, 24 heures après les événements en Palestine, et tu as donné ton avis. On va t'écouter parler et je te répondrai. Inch'Allah. OK? Alors, on y va. Moi, je te connais, ça fait longtemps. Hein. Je ne sais pas si toi, tu me connais, mais moi, je te connais, ça fait très longtemps. 10 ans, depuis que tu fais des vidéos sur YouTube, sur ta chaîne Mad Max ou ta chaîne Aldostérone. Dommage que tu ne donnes pas ton vrai nom, que tu te fais appeler Aldostérone, alors que tu es algérien. Bon, ça, c'est ton problème. C'est pas le mien. Non, donne-moi un instant. Une petite erreur. OK. Alors, dans cette vidéo, tu dis Israël, différence entre guerre et terrorisme. Donc déjà au départ, tu effaces la Palestine. Pour toi, c'est Israël, c'est pas la Palestine. Ça, je ne sais pas comment tu as réfléchi, mais tu dis Israël, pas la Palestine. La Palestine n'existe pas pour toi. Peut-être, c'est ton avis, c'est pas un problème. Juste te rappelle, c'est tout. Ok, on va t'écouter, Inch'Allah, et on va te répondre. Alors. On en est où? Ok. Bien, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, dans le contexte de ce qui s'est passé en Israël, j'aimerais vous parler de la différence entre le terrorisme et la guerre. Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très instable, très volatile. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous ont la bénédiction de vivre dans des pays en paix, mais tout peut basculer. N'importe quel pays peut, du jour au lendemain, se retrouver plongé en pleine guerre. Regardez l'Ukraine, par exemple. En très peu de temps, des gens qui sont aujourd'hui des civils, qui sont aujourd'hui plombiers, électriciens, profs, chauffeurs de bus, peuvent soudainement se retrouver habillés d'un uniforme, avoir une arme, et puis être au milieu d'un groupe d'hommes ou diriger des hommes, et puis être dans une guerre dont ils n'ont pas complètement compris les contours. Il suffit d'une volonté politique, il suffit de deux banquiers qui décident, et puis nous plongeons dans une guerre, les uns contre les autres. Alors c'est quoi la différence entre une guerre et le terrorisme? Je te donne un exemple. On va jouer un jeu de rôle. Imagine que tu es à la tête d'un groupe d'hommes dans ton pays. Imagine dans ton pays est divisé en 2, 3, 4, 5 morceaux de gens qui se tirent dessus pour des raisons, peu importe, politiques, ethniques, religieuses. Tu peux pas savoir. C'est comme ça bascule et puis tu sais, au départ, je vais te dire un truc pour les guerres. Au départ, quand ça bascule, les lignes de front sont très claires. Et au bout d'un moment, ça se mélange. Comme disait une sorcière algérienne que je connaissais, ça se mélange avec la patte d'un chien. Puis au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment qui fait quoi, ni pourquoi. Mais imagine que tu es dans un merdier pareil. Tu arrives dans un endroit, et puis tu pensais que c'est un objectif militaire. Et puis quand tu arrives, tu trouves que c'est je sais pas moi, par exemple, un lycée, plein de gamins, plein de lycéens cachés sous les tables, ou un cinéma, plein de gens cachés sous les sièges. D'accord, des civils qui regardaient un film, et puis soudainement t'es là, arme à la main. Ou bien un festival de musique en plein air, puis soudainement t'es là. Tu fais quoi? D'accord? Dans un contexte de guerre. D'accord? Dans un contexte de guerre, c'est quoi l'action ici? Tu ne vas pas les massacrer. Tu ne vas pas tuer des civils en masse. Parce que c'est la guerre. D'ailleurs, il y a un concept qu'on appelle crime de guerre. Pourquoi? C'est quoi le crime de guerre? Pourquoi ça existe le crime de guerre? Parce que la guerre n'est pas
La guerre n'est pas une sorte de moment dans la vie, dans la vie d'un pays ou d'une nation ou même d'un individu, où soudainement on s'affranchit de toutes les règles de civilisation et de l'humanité. Même la guerre, eh bien, elle a ses limites. C'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent une guerre puis qui rentrent chez eux, avec ou sans médaille, peu importe, ils sont vainqueurs ou ils sont perdants, c'est pas important. Et puis qui continuent leur vie, alors que pendant la guerre, ils ont potentiellement tiré sur des gens, ils ont tué des gens. Mais on ne va pas les poursuivre. On ne va pas les poursuivre pour assassinat ou meurtre avec préméditation, un truc comme ça. C'était la guerre, ils se sont fait tirer dessus, ils ont tiré dessus. Voilà, c'est réglé. Et d'autres sont poursuivis pour crimes de guerre et se retrouvent devant des tribunaux et restent de sinistres mémoires au travers les générations. Pourquoi? C'est quoi la différence? Il y a des choses qui sont inacceptables, y compris en pleine guerre. Quand, par exemple, juste pour prendre un exemple tout simple, le Hamas traverse la frontière israélienne, il arrive, il trouve des jeunes en train de faire une rave party. C'est des jeunes qui sont désarmés, ils sont de toutes les nationalités, ils sont clairement pas belligérants, c'est des gens qui sont en train de faire une teuf, comme on dit, ou comme on disait, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont un autre vocabulaire. Là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Est-ce que tu vas tirer en l'air en disant foutez le camp et puis ils vont partir en courant dans tous les sens, puis au bout de 5 minutes, il n'y a personne? Ou est-ce que tu vas les tuer un par un? C'est ce que le Hamas a fait. Cette dernière option que je te décris. C'est-à-dire que on aurait eu dans ce festival 5 ou 6 morts, ou 10, ou 12. On aurait pu dire, bon, c'est la guerre, parce qu'il y a des gens qui viennent sur les commentaires me dire, oui, mais c'est la guerre, c'est moche. Oui, je sais que la guerre, c'est moche. Et je sais que la guerre, toutes les guerres, y compris la Première Guerre mondiale, et même celle d'avant, c'est les civils qui payent le plus lourd tribut. Oui, forcément. Ils payent le plus lourd tribut parce que ça bombarde, parce que ça tire, parce qu'il y a des famines, parce qu'il y a des épidémies, parce que. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. La guerre, c'est dégueulasse, et les civils payent le plus lourd tribut. Et ceux qui engrangent les bénéfices, en général, sont les financiers de ces guerres. Mais, revenons sur le terrain. S'il y avait eu une douzaine de morts dans ce festival, on aurait pu dire quoi? On aurait pu dire, bon, il y a eu des tirs. Ces jeunes, certains étaient au milieu, n'ont pas pu se soustraire à ces tirs. Il y en a peut-être même qui ont reçu des tirs de la part du dispositif de sécurité ou de la police israélienne ou autre qui a riposté. Puis ça arrive, tu sais, des fois quand ça commence à canarder partout, les gens qui sont au milieu peuvent même recevoir des fois du tir ami, comme on dit. D'accord? Et pourquoi, là, on a 250 morts? On n'a pas une douzaine, on a 250 morts. Dans un festival de musique en plein air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un massacre intentionnel. C'est le fruit d'un système, c'est le fruit d'une volonté. Ils trouvent ces jeunes et ils les passent par les armes, tout un chacun. Voilà l'idée. D'accord? Et ça, c'est la différence entre une guerre et le terrorisme. Quand Daesh a attaqué... Ok. Je vais commencer par te répondre sur ça, par exemple. Donc, tu dis on va faire un jeu de rôle. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le rôle que tu donnes, toi, c'est le rôle, tu prends le rôle du Palestinien et de la victime, juif ou israélien, appelle-le comme tu veux. Alors, ils sont dans un cinéma, toi tu viens avec des armes et tu le massacres. C'est très simple. Pourquoi tu ne prends pas le rôle de ce Palestinien? Pourquoi tu ne prends pas son rôle? Dans une prison à ciel ouvert, massacrer, combien de bombardements ils ont bombardé Gaza, combien de familles, combien de civils ils ont tués. Pourquoi tu ne prends pas le rôle d'un Palestinien qui voit toute sa famille massacrée par un avion F-16 fourni par les États-Unis, qui tape sur la ville et qui prend tout un quartier? Les enfants, les vieilles, tout ça. Pourquoi tu ne prends pas ce rôle? Pourquoi tu ne dis pas, moi, je suis cloîtré entre 4 murs, pas de travail, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure, pas d'école, pas d'université, et les bombes qui pleuvent sur ma tête, sur ma terre qui a été spoliée. Pourquoi tu n'as pas pris ce rôle? Pourquoi tu as pris un seul rôle? Celui de la victime. Et les autres, c'est des terroristes. Et bombarder toute une population civile, non.
Ce n'est pas du terrorisme. Donc le jeu de rôle, ton jeu de rôle est faussé. Tu aurais dû prendre le rôle, oui, de la victime civile, qu'on est contre les meurtres des civils. Ça, il n'y a pas de... Mais tu aurais dû prendre aussi le rôle de l'autre côté. Quand tu es un père et que tu vois toute ta famille décimée en 30 secondes par une bombe, que tu arrives en courant, que tu ne peux rien faire, que l'immeuble a été démoli sur leur tête, et que tu vas les chercher sous le béton déchiqueté, et tu vois tes enfants comme ça, et ta famille, pourquoi tu ne prends pas ce rôle? Pourquoi tu joues un jeu de rôle? Un jeu de rôle que toi tu choisis. Tu es partial. Tu n'es pas impartial. Et tu dis, il y a eu 250 morts dans une partie de Rive. Ok, musique, festival de musique. Oui, d'accord. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait comme festival? Le festival des bombes. Pendant des années, la spoliation des terres. Ça, tu ne joues pas ce rôle. Donc là, tu fausses. Ton analyse est fausse. Ton approche est fausse. Quand tu dis oui, demain, on peut aller en guerre subitement pour à cause de deux banquiers ou à cause ethnique ou religieuse ou n'importe quoi, on peut descendre en guerre. Mais ce n'est pas le cas de la Palestine. Non, mon cher ami. Ce n'est pas le cas de la Palestine. Donc, tu prends un seul rôle. Compte combien de familles ont été décimées à Gaza, en Palestine en général. Et tu dis le Hamas. Ce n'est pas le Hamas, c'est des Palestiniens. C'est des Palestiniens, ce n'est pas le Hamas. Cloîtrer l'histoire entre le Hamas et Israël, c'est enlever tout le peuple palestinien de côté, dire non, il n'existe pas. Oui, il est d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a que le Hamas qui combat, qui combat le colonialisme sioniste. Non, c'est ça. On est tous contre mort de civils. Et toi, tu le reconnais, tu dis que dans les guerres, il y a des morts de civils. Quand les Américains, ils ont bombardé l'Irak, choc et froid pendant 30 jours, bombardement aveugle, en Libye, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été jugé pour crime de guerre? Quand tu dis oui, il y a des tribunaux qui jugent les gens pour crime de guerre. Montre-moi un seul occidental colonialiste qui a été jugé pour crime de guerre. Montre-moi un seul, pour tous les crimes qu'ils ont commis. Dans tous les pays, Vietnam, Japon, bombe atomique, le monde arabe, tout ce que tu veux. Allez. Donne-moi un seul. Il n'y en a pas. Donc, il y a une injustice quelque part. Et que tu veux, toi, maquiller avec les sentiments. Oui, c'est des pauvres civils. Oui, on est d'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais de l'autre côté aussi, c'est l'action et la réaction. C'est ça que tu oublies de dire. C'est pas grave. On va continuer ta vidéo pour voir comment tu réagis. Paris et a commencé à massacrer des gens dans le Bataclan, par exemple, c'était pas une guerre. Quelqu'un ne peut pas venir dire oui, mais le Bataclan, bon, tu comprends, c'est une guerre, les civils payent le plus lourd tribut. Non, c'était pas une guerre. C'était un massacre. C'est un attentat terroriste. D'accord? Et s'il y avait une guerre avec une déclaration de guerre en bonne et due forme, ça aurait été un crime de guerre. Et les gens auraient été poursuivis même des années après. C'est imprescriptible en général. Même des années après, même 20 ans, 30 ans après, ils auraient pu être poursuivis pour ce massacre-là. Je vais te montrer, moi, que ces gens ne sont jamais poursuivis. Je vais te le montrer. D'accord? Et je ne dis pas, d'accord? Je ne suis pas en train de condamner les crimes de Hamas sans condamner les crimes d'autres aussi. Le fait de condamner un massacre commis par le Hamas ne veut pas dire que je suis en train d'offrir un satisfecit ou je suis en train d'approuver ou être d'accord avec des crimes commis par d'autres. Les Américains, quand ils ont commis ces horreurs à la prison d'Abu Ghraib en Irak, ils ont été condamnés par la communauté internationale, par tout le monde, par tout un chacun. Et j'ai aussi parlé de ça en ces temps-là. Plus tôt, les Américains avaient massacré un village entier. Alors là, regarde comment tu es. Je ne sais pas, je ne pense pas que tu sois mal informé. C'est pas normal. Pourquoi Julian Assange est en prison? 4 ans en prison à l'isolement et 7 ans à l'ambassade de l'Équateur. Julian Assange a dénoncé les crimes de guerre des États-Unis en Irak. Non. C'est ça la cause. Il y a l'épée de Damoclès sur sa tête. C'est un Australien que les Américains veulent extrader
pour le condamner à 75 ans de prison, c'est-à-dire la fin, qu'il meurt en prison. Comment tu peux dire qu'ils ont été condamnés par la communauté internationale? Oui, sur le papier, comme ça, oui, condamné, oui, on condamne, c'est tout. Mais personne n'a été condamné. Celui qui a parlé, celui qui a sorti les photos, celui qui a sorti les vidéos sur les massacres en Irak, c'était Julian Assange. Et tu vois le prix qu'il est en train de payer maintenant. Donc, allons, Aldo, tu ne peux pas parler comme ça. C'est grave. Comme si tu ne savais pas ça. Tu le sais. Tout le monde le sait. Donc, tu viens nous raconter, nous, que c'est pas parce qu'on dénonce le Hamas qu'on ne dénonce pas les autres. Non, tu ne dénonces pas. Tu es en train de mettre de la vaseline, c'est tout. Un peu de peinture, et tu es en train de dire oui, non, moi je condamne le Hamas, mais tu condamnes rien. Comment tu condamnes? Tu condamnes en disant oui, ils ont été condamnés. Il y a un tribunal pénal international, il y a les crimes contre l'humanité. Voilà comment tu condamnes. Non, quand tu condamnes, tu dis c'est des criminels. Comme tu dis pour le Hamas, c'est terroriste. Et tu ramènes l'histoire du Bataclan. Ça n'a rien à voir, le Bataclan, avec la Palestine. Rien à voir. Rien à voir avec la Palestine. Rien à voir. Et quand tu dis, toi, que les criminels de guerre sont poursuivis, okay, je vais te montrer, moi, comment les criminels de guerre sont applaudis. Ovation. Regarde. Suis-moi bien. Suis-moi bien, mon cher Amin. Alors. Pardonne-moi. Regarde. Ça fait peut-être 2 semaines de ça. OK. Ovation des nazis ukrainiens par le Parlement canadien. Entre mensonges éhontés des autorités et tentatives de cacher la vérité. Regarde-moi bien. Le 22 septembre 2023, lors d'une visite de Volodymyr Zelensky, le Parlement canadien fait une ovation à un nazi ukrainien ayant combattu dans la division SS Galicie, Laroslav Hunka, en le présentant comme ayant combattu pour la liberté de l'Ukraine contre l'URSS. Lorsque la vérité sur l'appartenance de Hunka et sa division SS Galicie a éclaté, les autorités canadiennes ont menti éhontément, prétendant ne pas savoir qui était réellement cet homme. Dans la foulée, certains ont tenté de supprimer la page de sa biographie sur Wikipédia afin d'étouffer la vérité. Retour sur ce scandale. Regarde comment ils l'ont ovationné. We have here in the chamber today Ukrainian-Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. Avec le Premier ministre du Canada et Zelensky à côté. His name is Yaroslav Hunka. And I was going to say he's in the gallery, but I think you beat me to that. Le voilà. Ici, sur la photo. Est-ce qu'il a été jugé?
Est-ce qu'ils vont l'extrader pour le juger au tribunal pénal international? Pourtant, c'est les amis des Juifs, non? Alors qu'ils applaudissent un nazi. Écoute un peu. Je vais te faire écouter un petit peu. I do want to reiterate, and as you have made very clear in your statement, Mr. Speaker, that this was your initiative. The government of Canada had no knowledge of this individual coming to, the government had no knowledge. The speaker is Le responsible. gouvernement ne savait pas. Qu'est-ce que dit le journaliste ici? Encore plus gros que le mensonge, Gould prétend que le gouvernement de Trudeau ne savait pas à l'avance qui était Laroslav Hunka. En tant que journaliste et encore plus en tant que journaliste ayant été au contact avec les chefs d'État, je peux vous assurer qu'aucune personne ne rencontre un chef d'État lors d'une cérémonie officielle dans un bâtiment gouvernemental sans avoir été identifié clairement et ses antécédents vérifiés. Et là, en l'occurrence, il y avait deux chefs d'État, Trudeau et Zelensky, ce qui veut dire que le gars a vu sa biographie vérifiée, non pas par un service de sécurité, mais par deux. Tu vois? Donc quand tu me dis, toi, les criminels de guerre vont être jugés, il a été ovationné. La Pologne maintenant demande son extradition pour le meurtre de 150 000 Polonais. Il laisse tomber les Juifs. Les pauvres Juifs, victimes toujours. C'est des victimes, les Juifs. Je suis d'accord avec toi, mais victimes de qui? Est-ce que c'est des victimes du Hamas, comme tu dis? Non. Je vais te le prouver dans cette vidéo. T'inquiète pas, ok? Regarde bien. Je vais te montrer encore. Alors regarde ça, mon ami. Les racines nazies de l'Union européenne et de l'OTAN. Ok? C'est pas moi qui le dis, moi je suis en train de te donner des faits. Ok? L'OTAN, grande blanchisseuse des nazis. Quelle carrière ont fait les officiers supérieurs du Troisième Reich après la chute? Et surtout où? Adolf Husinger, chef des opérations de l'état-major de la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich à partir du 21 mai 1935 et jusqu'à sa dissolution officielle en août 1946. Président du comité militaire de l'OTAN de 61 à 64. Hans Piedel, chef d'état-major du groupe d'armée 5 de Rommel, officier dont la carrière se déroule dans l'armée de terre allemande au service des régimes politiques qui se succèdent, alors Empire allemand, République de Weimar, Troisième Reich, 1957-1963, commandant de l'OTAN en Europe centrale. Johann Steinfort, de Luftwaffe, armée de l'air, sur le front de l'Est militaire allemand. Ok, 1971-1974, président du comité militaire de l'OTAN. Johann von Krimmel, officier d'état-major général au sein du haut commandement de la Wehrmacht, 67-68, commandant de l'OTAN en Europe centrale. Ernst Ferber, inspecteur du haut commandement de la Wehrmacht, 73-75, commandant de l'OTAN en Europe centrale. Karl Schell, officier état-major général dans le corps de chars de la Wehrmacht, 1975-77, commandant de l'OTAN en Europe centrale. Franz Josef Schulz, officier de la Luftwaffe, croix de chevalier, 1977-1979, commandant de l'OTAN en Europe centrale. Ferdinand von Senger, adjudant haut du commandement de la Wehrmacht, 79-83, commandant de l'OTAN en Europe centrale. Les voilà tous. Donc, est-ce que ces gens-là qu'aujourd'hui ils nous disent on est en train de défendre les Juifs contre le Hamas terroriste, comme tu le dis toi par exemple, que les Juifs il faut les sauver, je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois que ces criminels de guerre nazis qui se font applaudir au Parlement canadien, s'il vous plaît, par le Premier ministre du Canada, en disant je ne savais pas. Parce que c'est un Ukrainien qui supporte la guerre en Ukraine contre les Russes. Et après, on voit que beaucoup d'officiers qui étaient des nazis sont devenus des chefs de l'OTAN. Donc, le peuple juif est victime du colonialisme international.
de l'impérialisme international. C'est un peuple colonisé, les Juifs. C'est de la chair à canon pour le projet impérialiste international. Ben oui, on le voit. Ils les ont jetés en pâture là-bas en Palestine. Allez-y, créez un État colonialiste et nous, nous allons vous soutenir. C'est un projet religieux. C'est les évangélistes américains. Je te reviendrai sur ça sur une autre vidéo. Je suis certain que tu le sais. Donc si maintenant, aujourd'hui, tu viens nous dire « Ah, le Hamas, c'est des terroristes parce qu'ils ont tué des Juifs », les premiers qui ont tué les Juifs, ce sont l'impérialisme international. Qui les ont massacrés dans les années 40. La France les a offerts à Hitler. La Suisse a blanchi l'argent de Hitler. La France les a mis dans les trains pour Auschwitz. Alors que c'était des citoyens français. Aldo, tu es algérien, tu devrais connaître l'histoire. Le décret Crémieux. Ils ont choisi de prendre la citoyenneté française au lieu de celle d'Algérien. Et puis après, ils ont terminé dans les trains, en partance pour les camps de concentration, pauvre peuple. Oui, les Juifs, c'est des victimes. Bien sûr, on est d'accord sur ça. Mais qui est leur bourreau? Qui est le vrai bourreau des Juifs? Qui les a jetés dans la gueule du loup? C'est ça la question. La prochaine vidéo, on va revenir sur l'histoire du sionisme. C'est quoi le sionisme? C'est quoi les évangéliques? C'est quoi le projet religieux? Toute à connotation religieuse. Monsieur Aldo. Une vidéo, tu viens tout de suite, boum, tu tapes du revers de la main, pas de Palestine, Israël comme titre, mettez-vous à la place des gens qui sont cachés sous les sièges ou l'autre qui vient comme terroriste qui tire et qui tue. On va extrapoler sur le Bataclan qui n'a aucune relation avec l'histoire de la Palestine et tu mélanges tout et tu nous donnes un plat. Voilà, écoutez-moi, moi j'ai raison, c'est aldostérone. Non, attention. Je te pose une question, regarde. Toi, tu es un Algérien. Tu n'existais pas avant 62, tu étais colonisé, ok, en tant que nation. Est-ce que, la question que je vais te poser, réponds-moi sincèrement. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Jamila Bouhired et Hassiba Ben Bouali étaient des terroristes? Est-ce que tu considères que ces combattants de l'ALN, FLN, comme l'Arbi Belmehdi, comme Ali Lapointe, comme Petit Omar, qui est mort à 8 ans, explosé dans un immeuble, okay, au Bou'la Marhal, le premier mineur exécuté à la prison de Barbaros, décapité par le régime colonial français à l'âge de 16 ans, Bou'la Marhal, est-ce que tu penses que ces gens-là sont des terroristes? Pourtant, ces gens-là, ils ont mis des bombes dans des cafés, dans des regroupements, dans les stades. Pourquoi ils ont fait ça quand ils ont demandé l'Arbi Belmehdi, les journalistes après son arrestation? Ne trouvez-vous pas lâche de tuer des femmes et des enfants avec des bombes dans des couffins? Il leur a dit, et vous, ne trouvez-vous pas lâche de bombarder des villes, des villages avec du napalm et tuer des enfants et des femmes? Donnez-nous vos avions et on vous donnera nos couffins. Pardon. C'est grâce à des gens comme ça que toi, tu as eu la citoyenneté algérienne, que tu as pu faire des études et d'avoir un diplôme universitaire qui t'a permis d'aller dans les plus grandes universités à Londres pour étudier et faire tes diplômes et venir aujourd'hui parler en français, te faire appeler aldostérone et oublier d'où tu viens. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Amen. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Réponds-moi. Est-ce que Jamila Bouhired et les combattants de l'ALN, FLN étaient des terroristes, comme ils les appelaient à l'époque, ou non? Vas-y, réponds-moi. Tu dois dire que c'est des terroristes parce que tu dis que les autres, c'est la même histoire. C'est le colonialisme aveugle, tu spolies tes terres, ta culture, tout. Alors, j'attends ta réponse. Est-ce que Jamila Bouhired dit les combattants comme l'Arbi Belmehdi, Ali Lapointe, Bou'la Marhal, et il y en a plein, Didouche Morad, Zirot Youssef, sont des terroristes? Oui ou non? Une question simple. C'est tout. Et là, maintenant, je vais te donner des articles de journalistes israéliens qui travaillent pour Haaretz. Qu'est-ce qu'ils en pensent de l'État israélien?
qu'est-ce qu'ils en pensent des Palestiniens et c'est quoi leur avis. C'est des Juifs, hein? Ok? Écoute bien. Tu vois, ça c'est Ari Shavit. Ari Shavit, c'est un journaliste qui travaille pour Haaretz. Ok? On va voir, je vais le mettre sur Express, c'est mieux, c'est la traduction est meilleure. Sur Express, la traduction est meilleure. Ok? Alors, quand Ari Shavit admet qu'Israël doit mettre fin à l'occupation, Israël rend son dernier souffle. C'est sous ce titre que le journal hébreu Haaretz a publié un article du célèbre écrivain Ari Shavit dans lequel il déclare qu'Israël semble confronté au peuple le plus difficile de l'histoire. Il n'y a pas d'autre solution que de reconnaître ses droits et de mettre fin à l'occupation. Ça, c'est un juif. Ok? Il semble que nous ayons dépassé le point de non-retour. Israël ne peut plus que mettre fin à l'occupation, arrêter la colonisation et instaurer la paix, ajoute Shavit. Notons qu'il n'est plus possible de réformer le sionisme, de sauver la démocratie et de diviser le peuple dans ce pays. Si la situation est telle, a-t-il révélé, il n'y a plus de goût à vivre dans ce pays, à écrire ou à lire dans Haaretz. Nous devons faire ce que Rogel Alfer, auteur et écrivain israélien, a suggéré il y a 2 ans, et de quitter le pays, a-t-il dit, et d'ajouter, si la judéité n'est pas un facteur essentiel de l'identité, et si chaque citoyen israélien a un passeport étranger, pas seulement au sens technique du terme, mais aussi sur le plan psychologique, l'affaire est entendue. Il faut dire adieu à ses amis et partir pour San Francisco, Berlin ou Paris. Enfonçant un peu plus le clou, il affirme qu'il faut regarder calmement l'État d'Israël, rendre son dernier souffle. Nous devons faire 3 pas en arrière et regarder l'État démocratique juif sombrer. Je mets mon doigt dans les yeux de Netanyahou, Lieberman et des néo-nazis pour les réveiller de leur délire sioniste. Que Trump, Kushner, Biden, Barack Obama et Hillary Clinton ne sont pas ceux qui mettront fin à l'occupation, souligne encore l'écrivain. Pour lui, ce ne sont pas les Nations Unies et l'Union européenne qui mettront fin aux colonies. La seule force au monde capable de sauver Israël, ce sont les Israéliens, en créant un nouveau langage politique qui reconnaît la réalité que les Palestiniens sont enracinés dans cette terre. Depuis qu'ils sont arrivés en Palestine, les Israéliens ont réalisé qu'ils sont le résultat d'un mensonge créé par le mouvement sioniste, au cours duquel il a utilisé toutes les tromperies sur les caractères juifs tout au long de l'histoire, réenchérit-il. Il poursuit, en ce sens, en exploitant ce qu'Hitler a appelé l'Holocauste, le mouvement a pu convaincre le monde que la Palestine est la terre promise et que le prétendu temple se trouve sous la mosquée d'Al-Aqsa. C'est ainsi que le loup s'est transformé en agneau allaité par l'argent des contribuables américains et européens jusqu'à devenir un monstre nucléaire. Écoute bien, Aldo. Ça, c'est un juif qui écrit ça. Ce n'est pas un gars du Hamas ou un autre, ok? Alors, les Israéliens se rendent compte qu'ils n'ont pas d'avenir en Palestine, car ce n'est pas une terre sans peuple comme on leur a menti. Voici un autre écrivain qui reconnaît non seulement l'existence du peuple palestinien, mais plutôt sa supériorité et sa suprématie. Gédéon Lévy, le sioniste de gauche, lorsqu'il dit « Il semble que les Palestiniens aient une nature différente du reste de l'humanité. Nous avons occupé leurs terres. Et nous avons traité leurs jeunes de prostituées et de toxicomanes. Nous avons dit que quelques années passent et qu'ils oublieraient leur patrie et leur terre. Puis leur jeune génération a explosé alors lors de l'intifada de 87. Nous les avons mis en prison. Des années plus tard, alors que nous pensions qu'ils avaient retenu la leçon, ils sont revenus avec un soulèvement armé en 2000. Dévorant la terre, nous avons dit que nous démolissons leurs maisons et que nous les assiégerions pendant de nombreuses années. Mais
Ils ont alors extrait des missiles impossibles à utiliser pour nous frapper malgré le siège et la destruction. Nous avons donc commencé à prévoir des murs et du fil de fer barbelé, reconnaît l'auteur. Puis ils sont venus par les souterrains et les tunnels jusqu'à ce qu'ils nous tuent. Lors de la dernière guerre, nous les avons combattus avec notre esprit, puis ils se sont emparés du satellite israélien Amos. Ils font régner la terreur dans tous les foyers d'Israël en diffusant des menaces. Un scénario semblable à celui produit lorsque les jeunes Palestiniens ont réussi à prendre le contrôle de la chaîne israélienne Channel 2, ajoute-t-il. Pour conclure, en résumé, il semble que nous soyons confrontés au peuple le plus difficile de l'histoire et qu'il n'y ait pas d'autre solution que de reconnaître ses droits et mettre fin à l'occupation. Voilà ce que pensent les vrais juifs. Voilà ce que pensent les vrais juifs que nous devons soutenir pour qu'ils puissent convaincre leur population qu'il faut trouver une solution à arrêter l'occupation. C'est ça la solution. Ce n'est pas aller porter un porte-avions américain et dire nous sauvons Israël. C'est pas vrai, ils sont en train d'emmener le peuple juif au casse-pipe, comme ils l'ont fait avec Hitler. Tu vois, Aldo, donc, des vidéos comme ça que tu fais, il faut avoir de l'information. Ce n'est pas facile de parler de ce sujet. Pour parler de ce sujet, il faut vraiment avoir de l'information, beaucoup d'informations. Oui, je suis d'accord avec toi, le peuple juif est victime. Oui, mais victime de qui? De quoi? Par quel intermédiaire? C'est ça la vraie raison. Combien d'années ils ont vécu avec nous les juifs? Combien de siècles ils ont vécu parmi nous? Combien on a vécu ensemble? Allez, dis-moi. Tu vois, mon cher ami, tu viens d'un revers de la main, et puis à la fin, tu nous montres un shir, chiite, Yasser al-Habib, tu tout ébloui devant lui. Oui, je vais lui répondre, mais en arabe. Parce que lui parle en arabe, je lui répondrai à lui en arabe, Inch'Allah, et tu verras la vidéo, ma réponse pour lui. Comment je vais le remettre à sa place. Tu vois? Aujourd'hui, ce n'est pas la question de savoir qui est terroriste, qui ne l'est pas, qui est assassin, qui ne l'est pas. La question d'aujourd'hui, c'est de trouver la solution. Quand on est installé à Londres ou au Canada comme moi, tranquille, bien sûr qu'on peut faire des analyses. Oui, lui, il est bon, lui, il n'est pas bon. Moi, je pense que c'est comme ça. Après, tu vas dans un restaurant, tu tapes une bonne entrecôte avec une petite bouteille de vin. Ouais, j'ai fait une belle vidéo. Tu sais, Aldo, c'est très bien, tu es très intelligent. Hein? Tu as fait une belle vidéo. Oh là là, Lise, j'ai vu les commentaires. Ouais, mais vraiment, c'est très bien d'écouter ça, d'entendre ça. Incroyable. Regarde, pour finir, je vais te lire un article Aïcha Azoulay, une juive algérienne, qui parle justement, qui parle de leur désarroi des juifs algériens qui ont quitté l'Algérie. Et qu'est-ce qu'elle pense de Benjamin Stora quand il a écrit les mémoires. Regarde ce qu'elle raconte, c'est très très intéressant. Okay? Comment elle te présente le projet colonialiste mondial. C'est une juive, hein? Ok, écoute bien. Aïe, 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 Aldo. On va pas tarder, alors. Ok. Alors ça, c'est une américaine israélienne, algérienne d'origine. On va finir avec ça. Attends de voir. Alors, c'est le Boston Review, ok? De Aïcha Azoulay. Hey. Alors, cher Benjamin Stora, en 2017, le président Emmanuel Macron a reconnu que la colonisation de l'Algérie était un crime contre l'humanité. Combien d'autres j'avais hâte de lire votre rapport récemment publié sur le sujet que vous avez rédigé à la demande du président.
Après l'avoir lu cependant, je suis consterné par l'absence de discussion sur les crimes impériaux. Je ne comprends pas ces omissions, même s'il y en a beaucoup, je me concentrerai sur une seule, la destruction des cultures juives au Maghreb. Comme vous, j'ai un mérite personnel dans ces questions, j'ai un intérêt personnel dans ces questions. Je suis né en 1962, l'année de la fin de la guerre, lorsque ma famille, la vôtre et 140 000 autres juifs ont été contraints de quitter l'Algérie, conséquence directe de sa longue colonisation. Comme vous l'avez noté dans votre livre de 2006, les 3 exilés juifs d'Algérie, 2 autres exilés précédents, celui-ci, la première eut lieu en 1870, lorsque le décret Crémieux sépara les juifs du reste de la population algérienne et on fit des citoyens français dans leur propre pays. La seconde en 1940, lorsque le gouvernement de Vichy révoqua ce décret, et avec lui, la citoyenneté française, lorsqu'il les a envoyés en pâture, se faire massacrer par Hitler. Ok. Aujourd'hui même, qui manifeste en France en soutien au peuple juif. C'est fou, hein, c'est incroyable. Moi, je regardais la télé, je dis, incroyable. Regarde bien. Alors, des questions identité fabriquée qui m'a été... Alors, citoyenneté française. Votre livre m'a été très utile lorsque, il y a plus de 10 ans, j'ai commencé à poser des questions sur l'identité fabriquée qui m'a été assignée à la naissance, israélienne. Alors, plus j'étudiais les structures mises en place pour me dissocier de mes ancêtres juifs algériens, moins je me reconnaissais dans cette identité assignée. Je l'ai rejetée à 2 reprises. D'abord comme une forme d'appartenance et ensuite comme un modèle impérial de l'histoire. Un effort pour marquer un nouveau départ en 1948. Une rupture entre ce qui était devenu passé et ce qui était autorisé à être le passé à venir. La création de l'État d'Israël a proclamé des affiliations et des formations antérieures soit inexistantes. Palestine, soit inappropriés, juifs algériens, juifs irakiens, etc. Il a dévalorisé la singularité des divers groupes de juifs, les remodelants et les concoctants en un groupe indifférencié. Cette décision a effectivement poursuivi le projet napoléonien de régulation de la vie juive, faisant du peuple juif un sujet historique et national qui ne peut être pleinement réalisé que par un État souverain qui lui est propre. Lorsque j'ai commencé à rassembler des histoires et des souvenirs sur ce que nous étions, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, nous juifs algériens, j'ai remarqué une similitude frappante entre l'identité coloniale qui m'était attribuée et celle attribuée à mes ancêtres algériens en 1870. Ok? L'identité coloniale qui m'était attribuée. Vous m'avez donné une identité coloniale. Je suis devenu colonialiste. Ok? Donc, en 1870. Mon père a quitté l'Algérie pour Israël en 1949 et le reste de ma famille a dû partir en 1962 pour la France, laissant derrière lui plus de 2 millénaires de vie juive arabe au Maghreb. On peut dire que nous sommes d'origine algérienne, mais le colonialisme a détruit le monde commun dans lequel cette identité se matérialisait. Lorsque mes ancêtres sont devenus citoyens français, ils n'ont pas cessé d'être colonisés. Leur accorder la citoyenneté coloniale était une autre forme de colonisation française et non sa fin. Très puissant. Comme phrase, M. Aldo Stéron dit Amin, alias Amin. Amin ou Amin, alias Aldo Stéron. Ok. Qu'il partageait la langue française et non la fin. En effet, cela a initié un processus de déracination. Les Juifs étaient séparés du peuple parmi lesquels ils vivaient et avec qui ils partageaient la langue, cosmologie, croyances, expériences, traditions, paysages historiques et souvenirs. Pourquoi on ne peut pas se partager aujourd'hui tout ça? Parce que le colonialisme a fait pour nous séparer. Ce n'est pas moi qui le dis. Ok? Ben, mais alors, vivants qui partageaient la langue d'un souvenir. Certains juifs algériens acceptaient favorablement la citoyenneté française, mais en 1865, la plupart avaient refusé d'en faire la demande. Les 3 exilés que vous décrivez dans votre livre sont des exemples du lourd prix que les juifs ont payé pour la citoyenneté de leurs colonisateurs.
une décision qui a également eu un impact sur leurs descendants. Le fait que certains aient choisi de s'y conformer et ont ensuite trouvé des moyens de tirer profit à leur citoyenneté n'en fait pas moins une technologie coloniale qui force les gens à devenir différents de ce qu'ils sont. Une décision qui a également eu un impact sur leurs descendants. Le fait que certains aient choisi de s'y conformer et ont ensuite trouvé les moyens de tirer profit de leur citoyenneté n'en fait pas moins une technologie coloniale qui force les gens à devenir différents de ce qu'ils sont. Une décision qui a également eu un impact sur leurs descendants. Le fait que certains aient choisi de s'y conformer et ont ensuite trouvé les moyens de tirer profit de leur citoyenneté n'en fait pas moins une technologie coloniale qui force les gens à devenir différents de ce qu'ils sont. L'étude du lien entre ces deux identités de colons français et israéliens m'a aidé à comprendre le rôle qu'elles ont joué au service des intérêts des grandes puissances coloniales européennes, à savoir dissocier les juifs des arabes et des musulmans et les incorporer dans le système fabriqué, tradition judéo-chrétienne bien entendu. Certains juifs se sont portés volontaires pour se placer dans le cadre plus large de la civilisation occidentale, comme le décrit Susanna Heschel. Mais ce fait ne fait que démontrer le rôle important que l'attaque coloniale contre la diversité humaine et ses incitations à assimiler ont joué et continuent de jouer au sein du projet colonial, alors que les Juifs du Maghreb et du Moyen-Orient ont été assimilés à des forces de la personnalité européenne du Juif en tant que citoyen. Ils ont été entraînés à considérer les Arabes et les musulmans comme d'autres, et à travers l'État d'Israël. Malheureusement, ce contexte est totalement absent de votre rapport qui ne fait aucune mention des 3 exilés dont vous avez parlé. Donc, on va arrêter là, je vais vous mettre l'article en main, vous allez terminer. Tu vois, mon cher ami, oui, le peuple juif est victime. Oui, il a été écrasé, déraciné. Ils ont fait de lui un peuple de colons. C'est une juive qui le dit, une juive algérienne, qui a la citoyenneté française, la citoyenneté israélienne et la citoyenneté américaine. Elle dit, j'ai 3 citoyennetés de colons, d'impérialistes. Elle le dit. Donc le problème n'est pas le Bataclan, où tu peux être chauffeur de bus et tu vas demain dans une guerre, tu seras chef d'un groupe, ou tu rentres dans un cinéma, tu vois les gens, les pauvres. Non, 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 non. Ça me déçoit de ta part. C'est vraiment décevant, Aldo. Aldo, c'est décevant de ta part de faire une analyse comme ça. Très, très simple, très... C'est pas tes habitudes. Je te suis, ça fait très longtemps. J'avais un respect pour toi. Je l'ai toujours, je te respecte toujours. Après ta réponse, est-ce que Jamila Bouhired est une terroriste et les combattants de la LN sont des terroristes ou pas? Après cette réponse, on verra si le respect perdure ou pas. Tu vois? Je vais encore te lire un article pour terminer, pour te montrer que oui, les Juifs, c'est des victimes. Mais victimes de qui? De quoi? Regarde. Regarde, mon ami, Aldo. يا ألدو يا ألدو زعما أنت جزائري وكذا فرشتها كاع أنت اللي خلطتها بك لاباط دانشيا خلطتها بكراكن أنتيا يا أمينة يا خويا أمينة يا خويا أمينة شوف مليح هذا سي أري شابيتا توجور سي لو ميم ارتيكل في هاريب في اسبريس مي هذا tu vois alors واش يقول لك Donc, si certains et le judaïsme ne sont pas facteurs, nous avons peut-être pas encore dépassé le point de non-retour. Il est encore possible de mettre fin à l'occupation, d'arrêter les colonies, de réformer les sionismes. Bon, il dit que ce ne sont pas les Nations Unies et l'Union Européenne qui arrêteront les colonies. La seule puissance au monde capable de sauver Israël de lui-même,
Ce sont les Israéliens eux-mêmes, en concevant un nouveau langage politique qui reconnaît la réalité et le fait que les Palestiniens sont enracinés dans cette terre. Je vous exhorte à trouver la troisième voie afin de survivre ici, de ne pas mourir. L'écrivain affirme dans le journal Haaretz que les Israéliens, depuis qu'ils sont arrivés en Palestine, se rendent compte qu'ils sont le produit d'un mensonge inventé par le mouvement sioniste, au cours duquel ils ont utilisé toute la ruse de la personnalité juive à travers l'histoire. En exploitant et en exagérant ce qu'Hitler appelait l'Holocauste, le mouvement a réussi à convaincre le monde que la Palestine est la terre promise et que le prétendu temple est situé sous la mosquée d'Al-Aqsa, une bête nucléaire. L'écrivain a sollicité l'aide d'archéologues occidentaux et juifs, dont le plus célèbre est Israël Feinstein de l'université de Tel Aviv, qui a confirmé que le temple est aussi un mensonge et un conte de fées qui n'existe pas, et toutes les fouilles ont prouvé qu'il disparut complètement il y a des milliers d'années. Et cela a été explicitement indiqué dans un grand nombre de références juives. Et de nombreux archéologues occidentaux l'ont confirmé. La dernière d'entre elles était en 1968, l'archéologue britannique Dr. Kathleen Kapinos. Alors qu'elle était directrice des fouilles à l'école britannique d'archéologie de Jérusalem, elle a effectué des fouilles à Jérusalem et a été expulsée de Palestine pour avoir dénoncé les mythes israéliens sur la présence de traces du temple de Salomon au pied de la mosquée Al-Aqsa, où j'ai décidé qu'il n'y avait jamais eu aucune trace de temple de Salomon, et j'ai découvert que ce que les Israéliens appellent le bâtiment des écuries de Salomon n'a rien à voir avec Salomon ou les écuries. Il s'agit plutôt d'un modèle architectural d'un palais qui est couramment construit dans plusieurs régions de Palestine. Et ce, malgré le fait que Kathleen Cameron est venue de la Palestine Exploration Fund Society dans le but de clarifier ce qui a été déclaré dans la Bible. Dans la Bible, car elle a montré une grande activité en Grande-Bretagne au milieu du 19e siècle sur l'histoire du Proche-Orient. Il a souligné que c'est la malédiction du mensonge qui poursuit les Israéliens, mon cher Aldo. Et jour après jour, elle les frappe au visage sous la forme d'un couteau dans les mains des habitants de Jérusalem, de Khalil Hebron et de Naplouse, ou d'un groupe Stone ou un chauffeur de bus de Jaffa, Haïfa et Acte. Ce mensonge leur saute au visage en forme de couteau dans les mains d'un Palestinien. C'est le mensonge. Les Israéliens se rendent compte qu'ils n'ont pas d'avenir en Palestine, car ce n'est pas une terre sans peuple comme ils l'ont menti. Voici un autre écrivain qui reconnaît non pas l'existence du peuple palestinien, mais sa supériorité sur les Israéliens. C'est Gédéon Lévy, le sioniste de gauche, comme il le dit. Il semble que les Palestiniens soient différents du reste de l'humanité. Nous avons occupé leurs terres et appelé leurs jeunes prostitués et drogués. Et nous avons dit que quelques années passeraient. Bon, on l'a lu. Donc, et ils sont venus, nous, depuis le sous-sol dans les tunnels jusqu'à ce qu'ils nous tuent. Lors de la dernière guerre, nous les avons combattus avec cervelle et voilà ce qu'ils ont fait. Donc, Aldo, on n'est pas en train d'encourager les crimes ou les guerres ou les fusions de sang. Loin de là. Nous sommes des gens de paix. Et la solution, ce n'est pas les impérialistes qui vont nous trouver la solution. La solution, c'est entre le peuple juif et nous, les musulmans, qui ont vécu parmi nous pendant des siècles. Et n'oublie pas que c'est Omar ibn Khattab qui a emmené Ka'b al-Ahbar, il l'a rendu en Israël et qui a nettoyé avec lui la pierre. Ça, c'est dans les livres d'histoire, alors que les chrétiens les avaient mis dehors. Ça, c'est l'histoire. Tu dois le savoir, non? Donc, c'est des victimes, oui. Et nous aussi, nous sommes des victimes de cet impérialisme. Elle le dit si bien. Aïcha Azoulay. D'abord, je vais te montrer sa photo, Aïcha Azoulay. Comme ça que les gens puissent la connaître. Je vais te mettre l'article sous la vidéo, tu pourras le voir. Ok. Ok,
Voilà Madame Aïcha Azoulay. OK? Ça, c'est Madame Aïcha Azoulay. Donc, c'est des faits que je te donne. On n'est pas dans le... Oui, lui est terroriste, moi je ne suis pas terroriste, l'autre il est terroriste, moi je ne suis pas terroriste. Ça, c'est des terroristes. Nous, pour la liberté, nous, pour la démocratie. Eux, c'est des dictatures. Toujours cette chanson. Si tu écoutes les bonhommes pendant 2 heures, tu en auras marre de les écouter. Et tu écoutes la même chanson et tu marches dans ce... Qu'est-ce qu'ils ont gagné quand ils ont dit, ouais, c'est un acte terroriste, un acte qu'ils ont poussé les Israéliens à commettre des crimes de guerre devant le monde entier. Ils sont en train de massacrer. À l'heure où je te parle maintenant, ils sont en train de massacrer des civils. Massacre. Et tu sais c'est quoi la fin de l'histoire? Ils ne vont pas gagner. Parce que ça, c'est une science exacte. Tu ne peux pas réprimer un peuple et le vaincre. Impossible. Ils le reconnaissent, les 2 écrivains que je t'ai montrés. Impossible. Tu vois? Il faut parler avec les Juifs, leur montrer la réalité, leur montrer, reconnaître qu'ils sont des victimes. Et victimes de qui, de quoi? Il est là le combat. Le combat, c'est pas de dire, ouais, c'est un Juif, c'est un sioniste, c'est un ceci, c'est un cela. Oh, c'est un arabe, c'est un terroriste, c'est un ceci, c'est un cela. Non. Non, c'est à nous, entre nous, cousins, comme on dit. C'est entre nous qu'on doit discuter. Oui, on peut vivre sur la même terre. Pourquoi on ne pourrait pas vivre sur la même terre? Nous sommes tous des êtres humains. Celui qui n'est pas ton frère en religion est ton frère dans l'humanité. L'imam Ali, alayhi salam. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Le musulman partage toujours. La galette, la shorba, la terre, il n'y a pas de problème. On crèvera tous. Qu'est-ce qu'on prendra de cette terre? Juste 2 mètres une tombe à 2 mètres, on te met dedans et le sort. C'est fini. Allez, très bien. Tu vois? Il suffit de gens de bonne volonté parmi les Juifs, comme c'est les gens-là dont j'ai lu les articles. C'est ces gens-là qu'il faut approcher. C'est avec ces gens-là qu'on peut trouver des solutions. Partager une terre, c'est quoi partager une terre? C'est pas la fin du monde. Au contraire, ça enrichit les peuples. Très important. Pour combattre justement cet impérialisme international qui est en train de ravager le monde avec ses guerres. Ces puissances coloniales qui sont en train de ravager le monde, de tuer des peuples. Même leurs alliés israéliens leur disent, allez-y, tuez, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Allez-y, massacrez-les, oui, il faut les massacrer, je suis là, Joe Biden. Celui qui se mène le bombarde, je vais vous donner les armes. Comme en Ukraine, allez-y, faites la guerre contre la Russie, allez-y, tenez les armes, tenez, mourrez. Et ouais, Poutine, incroyable. Quel monde nous vivons. Un peu de sagesse, un peu de sagesse. Sur ce, je te laisse, mon cher ami Aldo, ou Amin, alias Aldostérone, ok? Et j'attends ta réponse. Si tu veux qu'on fasse un débat, il n'y a pas de problème. On peut t'inviter sur la chaîne Hop JZR, Algeria Hop. Nous avons une petite chaîne sur laquelle on fait des lives comme ça pour changer des idées. Je vais lui dire de te lancer une invitation. Et viens faire un débat avec nous, tes frères algériens. Réponds-nous, est-ce que Jamil Abouhel est une terroriste ou pas? Ok? Salam alaikum wa rahmatullah. Bonne soirée ou bonne journée.